C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On revient bien sûr sur ce sommet de Bruxelles qui commence tout à l'heure. Les Européens sont pressés de trouver des solutions à la crise et de surmonter leurs divergences. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet ? Pas de solution facile ni miracle. Angela Merkel a déjà prévenu, pas question de mettre en commun les dettes, en tout cas à court terme. En revanche, Français et Allemands sont déjà d'accord sur un certain nombre de points. On l'a vu, notamment sur la croissance, avec un plan d'investissement de l'ordre de 130 milliards d'euros, soit 1% de la valeur du PIB de la zone euro. Ils sont aussi d'accord pour mettre en place une union bancaire pour couper le lien entre crise bancaire et crise des dettes des États. Le problème, c'est que leur interprétation et leur calendrier diffèrent sur tous ces dossiers. Pour l'Allemagne, pas de solidarité possible sans discipline budgétaire. Pour la France, c'est un petit peu l'inverse, pas de discipline ni de perte de souveraineté sans solidarité, ni sans réponse rapide pour les pays en difficulté. Bref, l'union politique tant souhaitée par les deux pays devra sans doute attendre. Ce sommet risque donc de décevoir ceux qui attendent des réponses immédiates. Oui, on l'a vu, les dirigeants des institutions européennes ont tenté de concilier les deux approches en proposant une feuille de route à mi-chemin entre solidarité et partage et discipline budgétaire. Reste maintenant à en débattre et avec ce risque que les 27 se contentent de prendre acte du rapport en reportant les décisions à plus tard. Sauf qu'il y a urgence en zone euro, notamment en Espagne et en Italie. Hier soir, les experts de la Troïka étaient attendus à Madrid pour étudier la demande d'aide espagnole pour renflouer ses banques, et ce alors que les taux d'intérêt espagnols, mais aussi italiens flambent. Les explications de Clémence Dibou. Pas vraiment le temps pour les discussions en profondeur, plaident l'Espagne et l'Italie. Les deux pays demandent des solutions d'urgence pour faire face à la crise de la dette. Mariano Rajoy a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. L'Espagne ne pourra plus tenir très longtemps, prévient-il, alors que les taux d'emprunt frôlent dangereusement les 7%. Nous ne pouvons pas continuer à nous financer au tarif qui nous est appliqué actuellement. Beaucoup d'institutions, y compris des institutions financières, n'ont pas accès aux marchés financiers. Cela arrive en Espagne, en Italie et dans d'autres pays. C'est aussi une question importante. Malgré un premier plan de sauvetage européen des banques espagnoles, la situation est de moins en moins tenable pour Madrid. Car à côté des taux d'emprunt qui s'envolent, le pays doit faire face à une contraction de son activité et les comptes publics n'en finissent pas de se dégrader. Autre situation d'urgence, l'Italie. Mario Monti se dit prêt à faire des heures supplémentaires si nécessaire. En ce qui me concerne, je suis prêt à allonger la durée du Conseil de l'Europe et du sommet de l'Union européenne pour travailler dimanche s'il le faut afin de pouvoir présenter avant l'ouverture des marchés un mécanisme qui puisse les satisfaire. Signe inquiétant, alors que Rome répète que son système bancaire est solide, le gouvernement a dû venir en aide à une banque du groupe Monte Paschi Bank pour la renflouer de 2 milliards d'euros. Après Chypre, l'Irlande, le Portugal, la Grèce et les banques espagnoles, la zone euro n'a pas les moyens financiers suffisants pour venir en aide à l'Italie. Et du coup, les marchés restent encore ce matin sur leur garde. Toujours sceptiques sur l'issue du sommet, même si les places asiatiques sont orientées à la hausse, portées par des indicateurs américains encourageants. L'euro, lui, se reprend légèrement, mais reste sous la barre du $25. Et c'est dans ce contexte de pessimisme ambiant que l'émission de dette italienne à moyen et long terme se tiendra ce matin et elle sera particulièrement suivie. Ce mercredi, Wall Street a gagné près de 1% à la faveur d'indicateurs macroéconomiques américains supérieurs aux attentes et d'une remontée des cours du pétrole qui a tiré l'ensemble du secteur énergétique. Dans le secteur bancaire à présent, la Barclays a été condamnée à verser une amende record. 362 millions d'euros pour mettre fin à des enquêtes la visant au Royaume-Uni et aux États-Unis. La banque britannique est accusée de manipuler le Libor et le Ribor, les taux interbancaires, les taux auxquels les banques se prêtent entre elles à Londres et dans l'eurozone. C'est la plus grosse amende jamais réalisée par l'autorité boursière britannique. Parallèlement, d'autres enquêtes visent Barclays en Europe, au Japon et en Suisse, mais ce n'est pas la seule, puisque d'autres banques comme Crédit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, UBS ou encore la française Société Générale font elles aussi l'objet d'enquêtes.
En France maintenant, les salariés de PSA se mobilisent aujourd'hui contre la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Ils doivent se rassembler ce jeudi matin devant le siège du constructeur automobile pour tenter de faire pression sur la direction qui tient son comité de groupe. Les syndicats craignent que la collaboration avec l'américain General Motors aboutisse à des suppressions d'emplois à Aulnay, mais aussi sur d'autres sites français. La direction, elle, ne confirme pas la fermeture de l'usine, mais elle refuse de s'engager par écrit sur son avenir. Après 2014, les ventes du premier constructeur français sont en chute libre et PSA a déjà commencé à fermer des sites, à couper dans ses effectifs en Europe. Et puis c'est aujourd'hui qu'Air France va présenter son plan de restructuration. Un plan visant à redresser la compagnie en perte de vitesse face aux compagnies à bas coût, aux compagnies du Moyen-Orient. Alors au programme, 2 milliards d'économies en 3 ans, avec notamment la suppression de plus de 5000 emplois sans licenciement, le gel des embauches, des salaires et des investissements. L'objectif de la direction, aboutir à un projet d'accord qui doit être soumis à la signature des syndicats courant juillet. La CGT a déjà prévenu qu'elle ne signerait pas. Coup dur à présent pour Samsung qui doit stopper la commercialisation de sa tablette aux États-Unis. Décision d'un juge américain qui donne ainsi raison à son concurrent direct, Apple, qui reprochait à la Galaxy Tab de copier son iPad. Une victoire de taille pour le géant américain dans la guerre commerciale qui l'oppose à son rival sud-coréen. Et puis, donc en pleine guerre des tablettes, on a appris que Google qui a dévoilé hier son Nexus 7. Oui, dotée d'un écran de 7 pouces, d'une caméra frontale, elle fonctionnera avec la toute nouvelle version du logiciel Android et sera fabriquée par le Taïwanais Asus, une porte d'accès aux ventes de livres, de films sur le magasin en ligne du géant américain, de quoi surtout renforcer Google dans sa bataille contre le leader incontesté du marché Apple. La nouvelle tablette sera disponible à la mi-juillet. Elle coûtera $199, moitié moins que l'iPad. Et autre nouveauté dévoilée hier, ce sont les Google Glass. Oui, ce sont ces lunettes Google. Ce n'est plus de la science-fiction, mais bien la réalité. Des lunettes dotées de capteurs à mi-chemin entre l'appareil photo, le caméscope et le smartphone. Les développeurs présents lors de cette présentation sont appelés à faire preuve d'ingéniosité pour créer de nouvelles applications. Maintenant, quant à savoir s'il existe un large marché pour ce type de gadget, j'ai envie de vous dire que l'avenir le dira. Là, on n'arrête pas le progrès finalement. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Karina. Karina, que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter. Vous allez voir l'adresse en bas de votre écran. Merci, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous juste après la pause. Un nouveau journal vous est présenté par Pauline Simonet. Tout de suite, c'est la météo. Et puis, si vous avez un moment, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.france24.com en anglais, en français et en arabe. Restez avec nous. À l'occasion des élections en Libye, les observateurs de France 24 et l'atelier des médias de RFI s'installent à Tripoli et donnent la parole aux citoyens libyens. Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux et vous voulez contribuer à ce projet de journalisme participatif? Rendez-vous sur libyablog.org. Les observateurs, vos yeux aux 4 coins du monde.
Retrouvez-nous sur France 24 pour tout savoir sur la 18e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. À un mois tout juste des Jeux Olympiques de Londres, les athlètes stars du continent se sont donné rendez-vous ici, au Bénin, dans la capitale Porto Novo. L'occasion de se mesurer une dernière fois aux meilleurs et pour certains de valider leur billet pour les JO. Les championnats d'Afrique d'athlétisme, c'est aujourd'hui à 20h10, heure de Paris, sur France 24. Nos efforts ont globalement porté leurs fruits et les projections du troisième trimestre... je voudrais déjà être à l'hôtel. J'espère que j'aurai un très grand lit, un bon cocktail, un massage, un film comique, une piscine, des cacahuètes, des bougies parfumées ou un film d'horreur. Minibar. Ne vous contentez pas d'espérer. Pour être sûr de ce que vous réservez quand vous réservez, accorhotel.com.